une chose à la fois. On corrige une chose à la fois. Voilà. On est indulgent avec soi-même et on avance. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Kian Kojandi. Kian est comédien, auteur, réalisateur. Il est le papa de séries comme Bref, Bloqué ou encore Serge le Mytho. Kian est également humoriste. Après la réussite de son dernier spectacle, Pulsion, il entame l'écriture d'un nouveau projet qu'il teste petit à petit dans les salles parisiennes. On détaille son processus créatif en insistant sur l'importance de tester, de répéter jusqu'à faire disparaître la peur. On parle de son rapport au temps et de l'importance de déconstruire ses schémas en prenant l'exemple de l'amour. Enfin, Kian m'explique pourquoi il fait les choses. Je suis très fier de cet épisode, j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le faire. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast ou autre en cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute. Bonjour Kian, Comment ça va ? Ça va très bien, je suis hyper content de t'avoir sur Nouvelle École. Merci de me recevoir. J'ai oublié de te dire avant de commencer parce que c'est enregistré, c'est ça ? Non, en fait, j'enregistre toujours un peu le début, mais ce que j'ai oublié de te dire, c'est donc, ou je te l'ai peut-être dit, c'est vraiment un podcast bienveillant. Donc, à aucun moment je vais te poser de questions pièges, et si jamais tu dis un truc, un moment où tu dis je voulais pas dire ça, bah tu me le dis et puis je le couperai au montage. Ok. Et puis aussi, c'est pour aussi que tu puisses dire un peu ce que tu veux et tu vois, y a pas de. Ok. Cool. Et donc, bienvenue Kian, merci, je suis content de t'avoir sur Nouvelle École. Je suis d'autant plus content de t'avoir sur Nouvelle École que, mais je vais pas être la millionième personne à te dire ça, mais que Bref était quand même le premier truc cool que j'ai vu à la télé. Merci mec, c'est gentil. Dans ma vie, que j'ai encore montré récemment d'ailleurs à des gens qui connaissaient pas. Et c'est cool ça, putain c'est gentil ça. Et on a tout mis sur YouTube du coup, les gens ils peuvent regarder. Bah ouais, et on s'est tapé une bonne marade quoi. On a regardé, en fait on a mis c'est un peu l'enfer de l'autoplay, mais on a mis en autoplay. L'enfer de l'autoplay. Et je crois qu'on a regardé un livre. Ouais, c'est ça. L'enfer de l'autoplay. Génération les millennials. L'enfer de l'autoplay. Et on a regardé 30 minutes non-stop de Bref. Ce qui fait quand même pas mal d'épisodes finalement. Ouais, tu m'étonnes. Et on s'est trop marré et j'étais là, c'est trop bien. Et du coup, en plus, j'étais là, en plus, il va venir sur mon podcast. Alors, je suis vraiment content. Bah, merci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je t'ai vu au Théâtre République pour les premières fois de Yacine Bellous. Ouais. Et là-bas, tu jouais un nouveau bout. Un nouveau 15 minutes, ouais. Un nouveau 15 minutes. Mon nouveau spectacle. Et j'étais mort de rire encore. C'était vraiment une expérience folle parce que c'était un sujet. J'aime ne pas spoiler, donc, mais c'est un sujet qui n'a jamais été abordé en stand-up dans tout ce que je connais. Donc, c'est vrai, t'as fait la recherche et t'as vu que j'ai jamais vu un mec en parler en tout cas. No spoiler, un mec ou une femme en parler, donc je me dis tant mieux. J'arrive à trouver un truc dont personne n'a parlé. C'est un truc que tu fais, ça ? Tu vas voir, est-ce que quand tu produis quelque chose, tu vas te dire, est-ce que les autres ont déjà parlé avant ? Non, mais ça fait partie de ma culture, le stand-up, donc je sais à peu près qui a parlé de quoi déjà, tu vois. Il y a des œuvres majeures quand même dans le stand-up, tu vois. Il y a des Mozart, des Beethoven, du Rachmaninoff, du Bach, donc tu sais exactement dans quel style, dans quelle école tu te rencontres. Qui sont les Mozart, qui sont les Mozart, les Beethoven ? Les Mozart, Mozart, c'est Seinfeld, quoi. C'est le gars le plus marrant du monde. Le plus en plus gentil et bienveillant, tu vois, dans le sens où il va jamais faire de politique, il va jamais il parle de trucs drôles, intimes. Je sais pas, Beethoven, ce serait qui un peu plus agressif, ce serait je sais pas, je crois que Bill Burr, vu comme il crie, il pourrait passer pour un sourd, donc ça ferait un bon Beethoven. Ou George Carlin peut-être. George Carlin, bah oui, George Carlin, là, c'est très violent en termes de c'est des limites, c'est même plus de l'humour. Ouais, c'est ça. Tu te dis, tu sais pas en fait. C'est un évangéliste, un évangéliste à idées. Il y en a plein quoi. Il y a plein. Il y a Eddie Izzard qui serait plus un peu un original de la musique. Ce serait un Debussy. Un peu un mec qui arrive avec des nouvelles sonorités, c'est marrant de faire le parcours. Mais tu sais, en fait, pour tout ça, pour dire, c'est qu'il y a des choses majeures et tu sais, tu les as vues, t'es obligé de les voir, en fait. Tu peux pas dire, je fais de la musique classique sans avoir connu les grands classiques. Tu dois réviser tes gammes, quoi. Enfin, tu connais tes gammes. Tu connais tes gammes. Donc, du coup, là, je suis content parce que je cherche pas à tout prix l'originalité, mais je cherche à tout prix d'être au plus proche de moi et c'est ce qui génère l'originalité, j'ai l'impression. Donc du coup, parler d'un sujet qui m'est arrivé et parler avec les gens et plus que t'en rigoles, bah ça c'est j'ai l'impression que tout roule quoi. Comment tu fais pour être proche de toi ? Tu creuses. Comment tu sais que t'es au plus proche de toi en fait ?
Généralement, je parle d'anecdotes que j'ai vécues. Ça, c'est un bon premier indice. Tu parles des trucs que tu as vécu déjà? Toujours, ouais. Je parle d'anecdotes que j'ai vécues. Là, j'ai un autre texte que je peux plus en parler. Je parle des jouets de mon enfance. Les jouets? Ouais, les jouets. Donc, du coup, c'est un sujet qui est pas très original, mais c'est la manière dont j'embrigade 3 histoires différentes avec 3 temporalités totalement différentes. Le concept de l'histoire, il est intéressant, puis le sujet, il parle de l'enfance. Je pense que tous les êtres humains, à un moment donné, passent par la case enfance, sauf Jean-Claude Van Damme dans Répliquant, qui lui passe directement à la case adulte, ou Ripley dans Alien 4. Mais sinon, il y a un côté... J'essaie toujours d'avoir une forme d'universalité dans ce que je fais, parce que j'aime pas que la personne n'ait pas la référence. Et que même si la personne n'a pas vécu ce que j'ai vécu, j'ai envie qu'elle s'identifie au moins à la situation. Tu vois, c'est un peu, j'ai trop bouffé de Molière et de Feydeau pour pas mettre de situation dans mes histoires. Donc tu vas prendre des choses auxquelles tout le monde peut s'accrocher, c'est ça? Tout le monde peut comprendre la situation. Je veux pas que les gens, il manquent une référence, tu vois. Je veux pas que quelqu'un qui ait juste 60 ans ne comprenne pas l'histoire. Parce qu'il a 60 ans, parce qu'il connaît pas, certaines nouvelles applications, tu vois. Tu fais pas d'humour de niche, quoi, en gros. Non, j'aime pas ça. J'ai toujours dit à mon co-auteur, Bruno Muschio, j'ai toujours dit à Navo, on utilise des verbes simples, genre faire, être, avoir, et dès qu'il y a une référence qu'il n'y a pas, il faut qu'on écrive une blague pour expliquer la référence, pour que tout le monde puisse connecter. C'est pour ça que j'écris souvent à Montréal, ou j'écris en Belgique, ou j'écris en Suisse, et j'écris dans toute la France. Parce que quand tu joues qu'à Paris, tu te rends compte que t'es dans ton microcosme. Malheureusement, c'est que maintenant je suis parisien et que je peux vite tourner en boucle. Écrire pour tes potes. Ouais, t'écris pour ce que tu connais. C'est intéressant parce que ça, c'est transposable à beaucoup de choses, en fait. Ah ouais, là, t'en parles pour ton spectacle et pour tes nouveaux sketchs. Mais on pourrait même prendre ce podcast. J'aime bien prendre ce podcast comme exemple. Vas-y. Après, ça me fait des cours à domicile tu sais. Mais tu vois, par exemple, je pourrais, parler de concepts qui sont peut-être parfois que les gens connaissent pas, ou je sais qu'au début j'interviewais beaucoup de gens qui sortaient des startups et du coup on allait utiliser des trucs de startup sans faire l'effort en fait de rendre ça accessible aux gens qui écoutent. Tu vois, par exemple, on allait utiliser des mots, du jargon ou parler de concepts sans les expliquer, et je crois que ça frustrait quelques personnes parce que du coup ils avaient l'impression d'être mis à l'écart, en fait. Que parfois c'était bien, ils pouvaient écouter, ils étaient dedans, puis parfois on leur disait ouais non, ça c'est pas pour toi, c'est juste pour les mecs qui connaissent. Ouais, d'accord, oui, je sais toujours un peu, mais j'aime bien rassembler. Je pense que je vais pas rentrer dans le débat de qu'est-ce que l'humour. Je sais pas comment trop, faire rire. Ouais, non, mais je sais pas trop, mais si t'as une salle de 100 personnes et que, mon vrai plaisir, je le prends quand j'ai rassemblé tout le monde. Et ce qui est cool, c'est que ma méthode consiste à aller dans les petites salles, dans des salles de 20 à 50 personnes, 70 personnes, pour, je me dis, si j'arrive à faire rire 19 personnes, bon, il y en a une qui a pas rigolé. Mais bon, c'est la prochaine étape, c'est de faire rire les 20. Quand tu fais rire 8 personnes, t'as 60% de la salle qui a pas rigolé, du coup, sur les 20 personnes. Du coup, tu peux réajuster, tu dis, bon, bah là, il y a un truc qui va pas, ça rassemble pas assez. Quand t'as 5 personnes qui ont rigolé, voilà. Quand t'es dans une salle de 800, 400 personnes qui rigolent, ça fait quand même du bruit. Mais 400 qui silencent, tu les entends pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours travailler dans les petites salles pour. Toi, tu testes toujours petit, en fait. Ah ouais, mais à fond. Bah, de toute façon, je ne peux pas. J'aurais trop de trac à supporter. T'as peur quand t'arrives sur la scène de République là et que tu fais ton tout nouveau truc? Non, j'ai plus peur. J'avais peur à un moment donné parce que la scène a une problématique. Ça n'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Et du coup, vu que je suis dans une dynamique, ça fait 3 ans que je joue quasiment tous les jours avec mon spectacle et tout. J'ai arrêté il y a 3 semaines mon spectacle. Donc là, je suis encore dans l'énergie. Tu ressautes sur la scène. Je remonte sur scène tout de suite, en fait. Et du coup, j'ai pas perdu mes mécanismes de scène. J'ai une vraie sérénité. Ma mémoire est connectée. Je suis dans l'instant avec les gens. J'essaie de trouver de la créativité. Il y a un vrai plaisir. Quand tu arrêtes la scène, t'arrêtes 6 mois, 1 an. Après, tu dois reconnecter avec la sensation du trac, l'adrénaline dans les mains, dans le sang, le cœur qui bat, la bouche sèche. T'as tout un réapprentissage à faire avant de alors déjà tes nouveaux textes, t'as beaucoup de travail. Là, t'as déjà un gros travail scénique avant d'arriver dans le même travail de tes textes. Donc là, je suis complètement dans le travail de mon texte. C'est ce que j'ai fait lundi, la soirée, première fois. Et quand t'arrives, c'est des V1 alors les textes. Tous mes textes. Tu l'as écrit quand, par exemple, le texte de la veille. La veille.
Ouais, avec Navo, on s'est pris un week-end, samedi, dimanche, on a écrit 2 jours de suite, 2 après-midi. Vous fonctionnez comme ça, vous allez bloquer genre plusieurs jours. Vous dites là, c'est les jours où on écrit ensemble. Les soirées première fois, ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire, c'est vraiment génial parce que on a une deadline. Donc le concept, en fait, je rappelle juste aux gens qui écoute, pour pas faire justement ce que je disais il y a 5 minutes, c'est qu'en fait, les soirées première fois, c'est organisé par Yacine Bellous. Et en fait, les artistes, parce qu'il n'y a pas que des humoristes, il y a aussi des musiciens. Et c'est Mime qui fait la programmation audio, enfin musicale. D'accord. Et donc, ces artistes viennent jouer quelque chose pour la première fois. Ils n'ont pas le droit de jouer quelque chose qu'ils ont fait déjà avant. Et le but étant d'être dans une sorte de bienveillance. On dit ça aux gens qui sont dans le public. On leur dit soyez gentils parce que c'est la première fois qu'ils le font. Et du coup, ça permet d'avoir une sorte d'environnement un peu sain, quoi, et qui permet aux artistes de se tester, ce qui est pas facile avec le premier texte, et au public d'être gentil. Donc il y a vraiment une sorte de symbiose. Puis, je pense qu'il y a un côté, la bienveillance, elle vient aussi du fait que les gens ont de l'empathie pour nous, parce qu'ils disent là ils se mettent au même niveau que nous. C'est-à-dire que si j'écrivais un truc et que je le disais là, ce serait pas la première fois. Un humoriste, quand il monte sur scène et qu'il fait un super texte, il dit c'est pas la première fois, il y a une distance entre lui et moi, on n'est pas pareil. Alors que quand tu montes pour la première fois, tout le monde se dit mais ça peut être moi. Et du coup, il y a une empathie qui se crée avec les gens sur scène, et chacun fait de son mieux, et puis ça se passe super bien, on passe des bonnes soirées, quoi. Et tu testes en permanence, toi. Quand tu fais des trucs, on parlait justement des petites salles et du fait que tu vas toujours les tester, et je pense que ça aussi c'est applicable à plein d'autres choses en fait. Quand tu lances un projet ou que tu crées quelque chose de nouveau, tu sais, souvent les gens qui veulent se lancer ont peur parce qu'ils se disent mais si je le lance et que c'est pas parfait, je vais être jugé, tu vois. Alors qu'en fait, généralement quand personne te connaît, personne te connaît, donc c'est presque une chance en fait, parce que t'as une petite audience. Et c'est là que tu peux tester les choses, non ? C'est vrai, ouais. Ah oui, moi j'ai grandi comme ça, j'ai grandi petit à petit de toute façon. Mais je me réapproprie ce droit de regrandir petit à petit à chaque fois. Quand tu sors d'un spectacle, la problématique, regarde, c'est des problématiques qui sont assez similaires. Tu sors de Bref, qui quand même qui a une grande écoute, qui a beaucoup de... Quand je dis ça, c'est parce que beaucoup de gens se retournent dans la rue quand je passe après Bref, tu vois. Il y a vraiment les gens me reconnaissent par rapport à ça. Ils m'identifient par rapport à ça. Donc je me dis il y a une vraie reconnaissance sur le format. Derrière, tu montes sur scène, tu dois réapproprier la scène, comme je disais. Réapproprier la scène, c'est super dur. Et tu dois faire derrière. Et je fais Pulsion. Et au début, je fais des beats, quoi. Au début, ça marche pas. Au début, ça marche. Au début, tu testes dans des petites salles, c'est ça ? Ouais, je commence à écrire mes premiers textes. Parce que ça faisait depuis avant Bref que tu n'avais pas écrit un spectacle. Ouais, ça faisait 2 ans que je n'étais pas monté sur scène, quasiment 1 an et demi. Alors, je le faisais par parcimonie, mais je ne faisais pas vraiment impliqué de manière. Je suis nouvel auteur, j'écris des nouvelles blagues. Et là, à ce moment-là, c'était flippant ou pas ? Ouais, c'était super flippant parce que j'avais l'impression d'être dès que quelqu'un sortait un téléphone portable, je dis ça va aller sur internet, les gens vont voir que je suis pas marrant et c'est fini, je suis tricard et tout. Je voyais les choses comme une menace en permanence, quoi. C'était la peur. À cause du succès. C'est une forme de ça y est, t'as plus le droit à la première fois là, t'as plus le droit à l'erreur. Mais c'est une illusion. Mais c'est ce que la peur fait généralement. La peur, c'est une illusion forte. Et c'est une illusion auquel on croit. C'est pour ça que la peur, elle existe. Sinon, elle n'existerait pas si on n'y croyait pas. On lui donne du crédit, en fait, à cette peur. Et du coup, les idées qu'elle procure, parce qu'elles sont connectées à des émotions et à des molécules dans notre cerveau, du coup, il y a une crédibilité qu'on donne à la peur. Et du coup, je me suis enfermé dans une bulle de peur pendant 6 mois, 7 mois. Puis je commençais à me détendre. À force d'affronter la peur, je me suis détendu. Puis c'est tout. Je suis pas marrant. Enfin, parce que t'es pas marrant sur une fois que voilà. Et puis, je voyais bien que je décevais des gens des fois aussi. Je décevais des gens. Et puis Pulsion est devenu un spectacle. Comment ça, tu décevais des gens? Regarde, il m'est arrivé un truc hier. C'était assez cool. Il m'est arrivé un cycle hier, un nouveau cycle. Je fais Bref. Je commence Pulsion. Je fais mon spectacle et tout. J'écris un peu des 5-10 minutes. Et les gens à la sortie me font. Ouais, je préférais Bref quand même. Et c'est terrible pour un artiste d'entendre ça parce que ça veut dire, ce que tu fais maintenant, c'est nul. Avant, c'était bien. Là, c'est pas ouf. Ça veut dire... que j'écoute ça, ça me fait déjà peur. C'est chiant, hein. Ouais. Et moi, je me suis dit, ouais, mais c'est parce que j'ai une vision à long terme. Je sais que mon 5 minutes, là, il était pas très bon, mais je vais le travailler et il va aller mieux. Parce que c'est quelque chose qui... Tu peux pas... Je continue l'histoire. Et hier soir, Pulsion arrive et ça a super bien marché. Pulsion, c'était complet, c'était cool. Les gens, il y avait un super bouche à oreille. La presse était vraiment gentille. Vraiment, tout s'est bien emboîté. Le dernier spectacle super. J'avais des beaux moments, des beaux applaudissements. J'étais content. Les gens étaient rigolos. J'ai un vrai retour aussi, pareil. Les gens sur Facebook m'écrivent par rapport à Pulsion. Donc je me dis, il y a un vrai retour. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc nul. En tout cas, c'est mon impression. Et hier, il y avait une spectatrice de Pulsion qui est venue me voir tester au Paname. Et elle a dit,
Elle voit mon truc, elle fait, moi je préfère Pulsion. Je suis Et c'est la même chose à chaque fois. En fait, et tu peux pas comparer du vin à du raisin. C'est-à-dire, moi, là, j'ai juste fait une vigne. Il y a un raisin vert qui est dessus. Ça, c'est mon sketch. Et les gens, ils disent, il est moins bon que le pinot noir que tu nous as fait goûter il y a 6 mois. Je fais, mais le pinot noir, il avait 4 ans de mise en bouteille. Il était mature. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais, non, mais, il était mature. Tu peux pas comparer un jeune raisin à un vin. Même si j'ai l'impression d'être un bon vigneron, et que t'es venu 2 fois boire du vin chez moi avec Pulsion, je me dis, cool. Mais là, on m'a dit, ouais, non, c'était mieux avant. Je fais, ouais, mais c'était mieux avant. C'est normal, en fait. Tu peux pas comparer les choses comme ça. Et ça te touche encore, ça, ou? Non, parce que moi, j'ai toujours ma vision à long terme. C'est une vision à long terme, et je pense que n'importe quel créateur doit ressentir cette peur. Et je me rappelle, j'avais un pote, il m'avait dit ça sur Bref, il m'avait dit, parce qu'on avait pris à un moment donné un contre-pied, on faisait des épisodes vraiment beaucoup plus dramatiques, beaucoup moins marrants à un moment donné. Bref, sur le milieu, quoi. Sur le milieu, il y a des épisodes qui sont clairement la dépression, par exemple. La dépression. Mais celui-là, il est badant, mais il est génial. C'est un épisode très très fort de Bref. Ah, c'est gentil. Quand t'es dans l'ascenseur, et qu'en fait le type tiré par l'ascenseur, c'est toi, c'est ça? Ouais. Ouais, ça c'est hyper fort. Ça a marqué tout le monde. Moi, les gens me parlent encore de cet épisode et celui avec les enfants aussi. C'est les 2 épisodes où il y a des épisodes marrants, c'est-à-dire du vécu, ça. C'est juste du vécu. Pour moi, c'est du vécu, quoi. C'est du vécu retransposé. C'est là quand tu dis être proche de soi. C'est ça. Ouais, voilà. Là, c'est clairement connecté à moi, là, pour le coup, et avec l'aide de Navo, mais c'est complètement connecté à moi. Il y a un truc, un co-auteur, pas un co-auteur, un ami humoriste qui m'avait dit à l'époque, il m'a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Moi, si ça s'était mis à marcher, j'aurais fait 1000 fois le même épisode, j'aurais fait la même chose tout le temps. Je fais, ouais, mais c'est pas excitant, tu vois. Donc, tu peux vite écouter ce que Aurel appelle le chant des sirènes, tu vois, le chant, t'inquiète, tout va bien. Okay, mais c'est trop intéressant. Continue, c'est bien, vas-y, c'est bien. Tout ce que les gens aiment, fais ce que les gens aiment, tu vois. Fais ce qu'on attend de toi, fais tout ça. Et en fait, c'est à toi de remettre en cause cette même situation dans laquelle t'es. Il faut toujours, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, il faut toujours. Là, par exemple, je sais que mon spectacle, il est pas au point du tout. D'ailleurs, il n'existe même pas. Ouais, c'est pas encore un spectacle. C'est une grappe de raisin qui n'est même pas cueillie. Il est vert. Il y a même pas encore les pépins dedans. Il y a des. Donc, tu vois, on est en train de comparer du vin et du raisin. Ça me fait vraiment plaisir, du bien de t'entendre dire ça, parce que hier soir, c'est marrant. Hier soir, j'étais avec 2 amis qui me disaient, j'ai fait un épisode à un moment où je parlais tout seul il y a quelques mois, et ils me disaient, ouais, cet épisode, c'est vachement intime, tu parles de trucs vraiment perso, nous, ça nous a mis mal à l'aise. Et moi, j'étais là, mais moi, il faut que je tente des choses, parce que sinon, je peux toujours te refaire le même épisode. Et je dis, quel est ton parcours? Tu as commencé par ça, et puis ensuite, tu as fait un truc artistique, et puis du coup, maintenant, tu es heureux, tu vois. Et du coup, j'ai toujours le même épisode de podcast, et je peux faire ça pendant 10 ans. Mais ça sert à rien, quoi. Moi, j'ai pas envie de refaire la même chose pendant 10 ans, tu vois. Et, mais du coup, si tu t'essayes pas des choses, forcément, si tu essayes des choses, à des moments, parfois, ça marche pas très bien, quoi. C'est sûr que ça marchera pas bien. Et c'est presque bon signe. Mais c'est ça que je leur disais, tu vois. Mais du coup, comment tu fais? Et là, du coup, je te pose une question. Comment tu fais pour ne plus être atteint? Parce que tu sais, quand tu m'as dit, juste après Bref, j'ai commencé le spectacle, et là, il y a cette personne qui est venue me dire, ouais, c'était quand même mieux Bref, tu vois. Comment tu fais pour que ça ne t'atteigne plus, hein? Parce que là, maintenant, tu me dis, j'ai ma vision long terme, mais entre les deux, il y a eu un moment où ça t'atteignait plus que maintenant, quoi. Oui, ça s'appelle avoir 35 ans, je pense. C'est ça la réponse à la question. C'est maintenant, je suis au courant, quoi. Je suis au courant des cycles, je suis au courant de voir comment ça se passe, parce que ça m'a fait du mal, et puis j'ai eu raison d'y croire, même si on m'a fait mal, sans vouloir, hein. C'est pas des douleurs violentes, mais c'est des douleurs qui sont quand même présentes en tant qu'ego, artistique et tout. Je sais pas, j'apprends à me faire confiance en me disant, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas encore au point, mais ça va l'être, et c'est pour ça qu'il y a les scènes ouvertes existent, c'est pour ça que voilà, les gens, ils viennent dans des spectacles où ils ne payent pas. Ils viennent écouter des choses, et ils viennent kiffer un moment. Si c'est cool, ça se passe bien. Dans la majorité du temps, ça se passe bien. Faut pas non plus être pessimiste. J'arrive pas sur scène en faisant et les gens font, mais qu'est-ce qu'il est fou, quoi. C'était quand même vraiment mieux. Bref, c'est pas non plus, c'est pas ça que je propose. Je propose des textes, de l'écriture et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, tu sais, tu peux pas dire, tu pourras toujours théoriser, écrire chez toi et tout, si tu ne fais pas. Ça, c'est une conclusion de mecs qui font. Voilà, il faut faire. Tu me dis pourquoi ça m'atteint plus? Parce que j'ai fait. J'ai continué à faire, et j'ai continué à faire, et j'ai continué à faire, et j'ai continué à faire. Et là, je continue à faire, et je continue à faire. Donc c'est la répétition? Ouais, tu fais. Et ça normalise les critiques, et ça normalise les compliments aussi, hein. Faut pas croire, les compliments
Au début, les compliments t'atteignaient plus que maintenant? Bah oui, parce que oui, c'est toujours agréable un compliment. C'est comme un massage, tu vois. Ça fait toujours du bien. C'est ça qui est ouf. Mais une critique négative, ça t'atteint, puis à un moment donné, bah ça t'atteint moins. Si tu fais des massages tous les jours, tu vois, à un moment donné, ça se normalise, mais ça fait toujours du bien. Toi, t'as reçu des critiques vraiment négatives, parce que j'ai l'impression que t'es le. Mais c'est sûrement. Mais il y a une sensation unique qui est importante. Excuse-moi juste avant. Non, vas-y. Quand on fait un compliment, il y a une sensation unique, c'est la sincérité de quelqu'un qui te regarde et qui te dit beaucoup de bien sur ton travail. Ça, on peut pas normaliser ça. Ça, on peut pas être las de ça. On peut pas se dire non, quoi. Tu vois, quand tu vois, tu peux lire des likes sur Facebook, des trucs comme ça, tout ça, on comprend, on voit vite les patterns. Mais quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui dit putain, c'est cool, ça m'a apporté. Quand tu me parles de la dépression, par exemple, c'est un épisode important, c'est un épisode hyper important dans ma vie. Et tu me dis ça m'a touché. Tu vois, tu normalises pas ça. Et c'est comme les critiques négatives. Quand elles sont bien construites, bah, elles sont super créatives. Elles sont créatives, du coup. Parce qu'elles poussent à se remettre en cause et tout. Bon, bah, il y a plein de gens qui m'ont critiqué sur Pulsion au début quand j'écrivais. Ils me disaient, ah, mais quand tu dis ça, on pense que tu dis ça. Je fais, ah ouais, non, vous avez raison, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, tester dans les petites salles, ça permet aussi de réajuster par rapport à ton attention. Donc, t'auras beau théoriser, tant que tu fais pas, tu n'agis pas, tu peux pas, à un moment donné, il faut faire de la merde. Il faut faire des erreurs pour les corriger et ensuite obtenir un truc qui est au plus proche de soi. Mais ça n'est pas possible d'un premier jet de faire un truc qui est parfait. Enfin, moi, j'y crois pas. Donc en fait, la solution, c'est de faire le plus possible de trucs de merde, un peu quoi. Ouais. Enfin, c'est normaliser la merde, enfin normaliser l'erreur, ouais. Le sentiment de malaise, de pas être sûr que ton truc est bien ou. Ouais, il faut normaliser. L'être humain s'habitue à tout. C'est dans son mécanisme, donc il s'habitue à l'échec comme il s'habitue à plein de choses, à la joie, au confort. C'est con, mais je sais pas, je vois que t'as une PlayStation 4, t'étais beaucoup plus content de l'avoir quand tu l'as eu que quand tu l'as maintenant. Bah, la preuve, c'est qu'elle est pleine de poussière et que j'y ai pas joué depuis. Pourtant, quand tu l'as eu, t'étais heureux de l'avoir. Ouais. Voilà. Pourtant, c'est la même. Ouais, mais ça, c'est le désir. Mais c'est là, tu t'es habitué à l'avoir. Et ben, je pense qu'il y a un truc, quand tu te remets en cause, dans des formats, des trucs comme ça, quand tu ce que tu n'as pas avec c'est différent du bien matériel, le bien artistique, c'est que quand tu commences à une nouvelle œuvre, et ben là, tu te remets en situation de manque. Et du coup, tu es obligé de tout recommencer, tu te déséquilibres toi-même. Bah justement, est-ce que t'as pu t'habituer au succès de Bref, et est-ce qu'ensuite t'as eu peur de perdre tout le succès ou de plus jamais? Je me suis jamais habitué à ce succès. J'ai jamais parlé de succès d'ailleurs. C'est toi qui parles de succès. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Je parle en termes de. Non, t'as toujours peur que ça s'arrête, t'as toujours peur de faire une connerie, de dire un truc qui va pas. Non, de déraper, genre? Non, mais t'as peur, quoi. T'as peur parce que t'es pas formé à être autre chose que ce que tu fais, donc t'apprends le langage, t'apprends plein de choses ensuite quand les caméras se viennent sur toi, genre. T'apprends quoi? Bah t'apprends. Je sais pas, t'apprends à répondre à des interviews, t'apprends à répondre à transmettre un message, t'apprends à être au plus proche de toi, à pas paniquer, à pas dire des choses qui ne te correspondent pas. T'apprends aussi à ne pas t'investir d'une mission parce que maintenant on te donne un micro. Parce que tu vois, c'est tentant Moi, personnellement, la politique m'intéresse en tant qu'intimité civique. Mais j'ai jamais été militant dans ma vie et tout. C'est pas parce qu'un jour on m'a mis un micro que j'allais devenir militant tu vois, pour tout le monde. Je suis militant dans des œuvres qui me semblent importantes, comme les hôpitaux, essayer de développer un peu ce qui se passe dans les hôpitaux pour divertir un peu plus les gens, les personnes hospitalisées. Ça, c'est mon militantisme à moi. Mais quand on me dit la politique, alors vous en pensez quoi? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois répondre? Bah, je sais pas. Tu peux pas dire, bah, je sais pas. Sinon, les gens, il y a un mec, t'es sûr, sur Twitter, il y a un mec qui va faire, bah, je sais pas. Il va faire une vidéo, il va faire une musique. Il y a un gars, il va faire un son dessus. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, je sais moi, pas. Ça me terrorise. Il y a des mèmes, bah, je sais pas, qui vont sortir sur ta gueule et tout. Non, mais c'était terrible. Donc, tu vois, tout. Et des fois, t'es en interview et tu te dis, ça peut partir tu vois déjà le mème en spirale, ça. Donc, ce serait marrant qu'à la fin de Nouvelle École, il y ait des mèmes, bah, je sais pas, avec ma gueule qui sort sur Twitter. Bah, je sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un côté. Ça m'est déjà arrivé dans une émission de télé de dire un truc et de dire, qu'est-ce qu'ils vont dire sur Twitter? Ça peut être confus ce que j'ai dit. Peut-être que c'est confus, peut-être que c'est pas confus. Et pendant ce temps, le mec te parle et toi, t'es en train de monter en stress dans ta tête. T'es en direct, tu fais, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas. Mais ça, c'est pareil parce que, à mon échelle vraiment minuscule, du coup, c'est un truc qui déjà me terrorise.
parce qu'en plus j'ai grandi là ces 10 dernières années avec l'explosion de tout ce côté tout le monde a un avis, tout le monde peut le donner et ça peut partir vraiment loin quoi, ça peut faire des grosses boules de neige qui roulent. Et toi comment tu fais pour tu consultes, parce que je sais que tu consultes encore Twitter, tu vas voir les commentaires après ton spectacle, tu vas répondre aux gens et t'as pas envie de te couper parfois complètement et de... Bah, ça fait partie de ma vie. Depuis que j'ai 15 ans, je suis sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux comme Caramel, MSN. Il y avait un truc qui s'appelait Quoi ma gueule à l'époque. Il y avait un truc qui s'appelle ICQ. Tu vois, c'est MySpace et puis après Facebook, Twitter, Instagram et tout ça. J'ai toujours été baigné là-dedans, donc je vois à peu près comment ça marche, mais je me permets pas de... C'est pas parce que j'ai une voix que je vais l'utiliser tout le temps, tu vois, pour dire un truc et tout. Je suis pas... je pense que les réseaux sociaux, c'est le prolongement de soi. Voilà, quelqu'un qui me parle de mon spectacle, bah, je suis content, je lui parle. C'est pas pourquoi je devrais l'ignorer. Quand j'ai quelque chose à lui répondre, je lui réponds. Quand j'ai rien à lui répondre, bah je vais pas lui répondre. Tu vois, je suis assez proche de moi. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. C'est le prolongement de soi. Tu vois, c'est un peu comme l'alcool. Ça ne fait qu'amplifier qui t'es. Ou comme l'argent. Ouais, l'argent aussi. Ouais, l'argent, l'alcool. Enfin, ce sont des amplificateurs. Ouais. Ce sont des amplificateurs de l'éducation que t'as dans ta tête. Comment tu fais pour différencier le constructif du non constructif dans les choses négatives qu'on peut dire sur toi ou sur ton travail? Grosse question que j'ai dans la vie en ce moment. Dis-moi par exemple, donne-moi ta problématique. Tu vas recevoir, on va te dire j'aime pas ça dans ce que tu fais, et en fait je pense que la réaction naturelle c'est de dire pour moi c'est de dire ouais non mais ta gueule, c'est naturel quoi, c'est le premier truc. Alors redis-moi, réexplique-moi. Donc on va me faire une critique de mon travail et ma réaction naturelle va être négative. Ouais, négative. Ouais. D'accord. Oui, négative, pardon. Et ma première réaction va être de dire ouais non, tu vois, genre je me protège en fait. Ouais. Et comment tu fais pour... Parfois c'est constructif quand même, tu vois. Et parfois même dans la critique négative et presque un peu malveillante, il y a des choses vraies. Et je me dis que pour progresser, sûrement qu'il faut intégrer une partie de ces choses qui sont vraies, mais c'est difficile quoi, de pas tout prendre d'un bloc et de dire non, dégagez, je m'en fous. Avec le temps, je crois. Je crois qu'il y a un facteur temps hyper important. Je pense qu'il faut distribuer de l'attention aux gens qui ont prouvé que leur attention valait la peine, que tu leur donnais l'attention, ça valait la peine en fait. Moi, je travaille avec Navo et c'est mon phare en fait. Je lui dis donne mes idées, je dis qu'est-ce que t'en penses, ça, c'est pas mal ça, qu'est-ce que t'en penses, on peut dire ça, on peut aller jusqu'au bout. Est-ce que ça peut ne pas être mal pris? Puis tu sais, on en discute tous ensemble, tous les deux. Et mais ça vient parce que à un moment donné en 2008, j'ai décidé de lui faire confiance, de dire viens, on va écrire ensemble, viens, on fait ça, on discute. Ça vient avec le temps en fait. Ce sont des phares que tu trouves avec le temps et c'est là où tu donnes du crédit. Si Navo me dit putain t'as déconné, je dis merde j'ai déconné. Je vais le prendre tout de suite. Je vais me remettre en cause tout de suite quoi. Si quelqu'un que je ne connais pas me dit un jour c'est arrivé, je me suis pris la tête avec un gars, il me parlait du fait que je parlais des orgasmes et il me disait ouais c'est pas cool les orgasmes et tout, faut pas en parler comme ça, c'est sale et tout. Je lui dis mais qu'est-ce qui est sale mon ami? Tu vois, je disais mais je parle de la vie quoi, je parle de la base même de la vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est des sapiens qui se sont reproduits, c'est parce qu'on avait des orgasmes. Donc ça me paraît légitime d'en parler de manière comique. Et on s'est pris la tête pendant une demi-heure et tu sens que le gars je sais pas, ça m'atteignait pas parce que j'étais sûr de moi, j'étais sûr de mon discours, je l'avais tellement étudié, tellement travaillé. Après quand on dit j'ai pas aimé, c'est nul. Bon ça y est, les gens ont le droit, hein, tu sais. Moi, je suis pas pour le fait que tout le monde aime quelque chose. C'est pas très sain. Mais je préfère que quelqu'un n'ait pas aimé et que moi je l'assume complètement, que je n'ai pas assez bossé et que c'est à moitié ce que je voulais faire et quelqu'un n'a pas aimé en disant ouais mais oui t'as raison, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire ou faire ou que tu ressentes, tu vois. Je suis beaucoup plus en phase avec quelqu'un qui me dise tu vois, quelqu'un me dit j'ai pas du tout aimé l'épisode. Il y avait des gens, par exemple pour Bref, qui nous avaient dit vous n'avez pas le droit de faire tomber votre personnage comme ça parce que c'est moi qui tombe en même temps que lui et je me sens sale quand il va tromper sa meuf et tout, il va tromper sa meuf et du coup je me sens sale autant que lui. Le mec de Bref ouais. Quand le mec de Bref trompe sa meuf? Ouais. Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que quand vous faites ça, il se sent sale après et c'est moi qui me sens sale et une série comique est une série pour faire rire et divertir les gens et non pas pour que je me sente sale. Okay. Ça m'a pas atteint.
Je me suis pas dit, oh le merde, on a fait un truc, on avait un pouvoir, et il faut que les gens se sentent bien et tout. Non, je dis, c'est un ressenti personnel. Moi, je suis en accord avec ce que j'ai dit. Parce que tu savais, c'est ça, parce que t'étais au bout de ta démarche. Bah ouais, parce que ça arrive, parce que c'est humain. Parce que l'erreur qu'on décrit, j'appelle ça une erreur. J'appelle même pas forcément une erreur, ça s'appelle ça un parcours. Bah, on a décidé de faire suivre ce parcours au personnage. J'étais complètement en phase avec ça. Donc t'as un peu, en fait, t'as un genre de conseil de guerre, quoi. T'as quelques personnes dont l'avis est vraiment important. Hyper important, ouais. J'ai un noyau de 2 personnes. 2 personnes? Ouais. C'est qui? Harry et Navo, ouais. D'accord. Donc c'est les 2 mêmes, en fait, depuis. Ouais. Bientôt, une dizaine d'années, bientôt. Ouais. Ouais, c'est super important. Et une fois que t'as ça, comment tu fais pour savoir alors que t'es allé au bout de ta démarche? Ça t'arrive parfois de sortir des choses et de te dire merde, on n'est pas allé au bout là, ou je suis pas exactement sûr à 100% de ce que j'ai sorti? Si, mais quand je suis pas à 100%, je le dis. Il faut communiquer. Si t'es pas à 100% et que tu fais un truc à pas à 100%, j'ai déjà dit à Navo, je fais cette vanne, je la sens pas, c'est pas moi. Il me dit ok, pas de souci. Les vrais co-auteurs n'ont pas d'ego. Les vrais co-auteurs n'ont pas d'ego et ne te poussent pas à l'erreur. Ils t'imposent pas les choses. Ça sert à rien d'imposer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas le dire. C'est pas le but. Et puis j'écris tellement de toute façon seul. J'écris seul tous mes textes, tous ces trucs que j'ai vécu et on en discute ensemble. Et je dis ouais, ça je le sens pas, ça non. Il faut être prêt aussi. Il faut savoir s'affirmer aussi, pas se laisser écraser et trop s'influencer par l'entourage. Ça t'est déjà arrivé avec des trucs qui étaient déjà je sais pas comment on dit, mais en prod, quoi, live, c'est-à-dire sur un spectacle qui vraiment tourne beaucoup, de te dire oulala, en fait, de te rendre compte que tu t'étais un peu gouré, alors que t'es déjà vraiment embarqué, quoi. Un peu comme si t'avais un épisode de Bref. Ça arrive pas quand tu testes comme je teste. Tous mes textes, je les ai joués pendant 2 ans dans les comedy clubs de Paris et partout. Pendant 2 ans. Chaque texte avait été joué, le spectacle avait joué 200 fois et chaque texte avait été joué à peu près 300 fois chacun. Donc ça fait beaucoup d'heures de vol pour un 5 minutes ou un 10 minutes. Donc voilà. Et dès que quelqu'un me disait, ouais, ça, je fais, il a raison. Faut que je rajoute une virgule ou il faut que je rajoute une conjonction de coordination pour séparer ou un point, changer de phrase. Il a raison parce que ça peut. Je mettais dans un pays, je mettais une blague avec un nom de pays. Je t'en prie. Non, mais c'est bon, c'est juste. Et le mec, il me dit, ah ouais, quand t'as dit le pays, moi j'ai pensé à ça. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Donc j'ai changé de nom de pays. Tu vois, des trucs que tu peux pas, auxquels tu penses. C'est la répétition. C'est la bêta test. C'est la bêta test avant de sortir le jeu, quoi. C'est une bêta. C'est une bêta. Alors il y a des bugs, bah ouais. Il y a des bugs, je les corrige. Du coup, le fait de répéter des milliers de fois, ça démystifie complètement le fait de rater, quoi, en fait. Oui, puis après, quand quelqu'un te dit, oui, mais ça, je fais, bah non, parce que ça et ça, ils font, ah ouais, c'est vrai. Parce qu'on est déjà allé au bout du raisonnement soi-même. Oui, c'est ça. En fait, aussi les gens qui donnent leur avis, je trouve, et c'est peut-être un peu ça qui parfois me fait pas forcément réagir. Parce que justement, je trouve que j'ai pas été très cool dans ma manière de réagir sur certaines critiques, en fait. C'est que, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, derrière, t'as toute la vision long terme et la grande vision, et qu'en fait, si t'as pris cette décision-là, c'est parce que tu y as réfléchi dans tous les sens, tu vois. Et du coup, quand tu arrives et que tu dis ouais, ça j'aime pas, je trouve que tu devrais faire différemment, il y a un peu un côté ouais mec, mais ça fait 1 an et demi, tu vois, que j'ai réfléchi à ça. Moi, je veux faire un bateau, je veux pas flotter. Et justement, c'est quoi là tu dis que tu répètes énormément de fois et que tu écris beaucoup. Et en fait, c'est quoi ton mode de vie, si je peux demander ça naïvement, mais t'es tout le temps en train d'écrire ou t'es tout le temps... Tout ce que j'écris, ce sont que des V1. J'ai jamais réécrit un texte, que ce soit un épisode de Bref ou quoi que ce soit, ce sont que des V1. Mais elles sont tellement... tous mes textes de stand-up, de Pulsion par exemple, ou même là, ce sont des V1 que je réécris à l'oral ensuite, mais sinon... tu les réécris à l'oral, tu rechanges pas il y a pas de script que tu vas changer ensuite. J'ai écrit une fois le script pour avoir les blagues et dire ouais, il y a ça. Des fois, c'est même des tirets. C'est juste des tirets sur une feuille, voilà, ça serait ça, je vais de là à là, c'est des balises dans lesquelles je me déplace. Mais après, avec Navo, on est là et puis... on filme, on regarde, on fait ah ouais tiens ça, on peut dire ça, ah ouais on peut dire ça, ouais c'est marrant tiens. Puis après on part en tournée ensemble, on rôde et puis il me dit tiens rajoute ça, tu rajoutes ça, il y a un applause, tu fais ah putain ça fait 90 dates que j'aurais pu avoir un applause, je le savais pas. C'est juste que je rajoutais mais ça c'est moi qui le dis. Et si je rajoute mais ça c'est moi qui le dis et les gens ils sont morts de rire. Tu fais ah putain et donc tu étais un peu frustré parce que t'as raté 90 applauses, mais tu dis bon bah c'est pas grave pour les prochaines dates et tu continues et tu parfais. J'avais mon pote Papy qui est un metteur en scène, un des premiers metteurs en scène de Jamel qui disait une chose à la fois. On corrige une chose à la fois, voilà. On avance petit à petit. On est indulgent avec soi-même et on avance. Et du coup, tu rajoutes une blague par soir, une blague par-ci, un truc par-là. Tu corriges un truc, là ça va pas, on va le corriger. Pas tout d'un coup. T'arrives à être indulgent avec toi-même, ça ? J'apprends à le faire. C'est-à-dire que c'était plus difficile avant ?
Oui, j'étais très dur avec moi-même. C'est pour ça que j'avais des crises d'angoisse d'ailleurs. J'étais très névrosé par rapport à, je m'en voulais terriblement. Jusqu'à quand? Jusqu'à avoir 35 ans, je pense. Le 35 ans, c'est vraiment la bascule, quoi. Un vrai cap anxiolytique. C'est vrai? Non, mais bah oui, non, mais il y a un truc à partir de, entre 28 et 32, il y a un gap de réflexion qui se fait. Et j'ai appris à être heureux. Je suis né après ma dépression à 25 ans, donc là j'ai 10 piges, on va dire. Et jusqu'à mes 5 ans, c'était de l'expérimentation des erreurs. Et de 30 à 36, j'ai appris à être heureux. De 30 à 35, j'ai appris à être heureux, pardon. Je dis 36 parce que c'est en cours, là. Tu vois, on est en cours, je suis en transit pour faire 36, c'est pour ça. Mais c'est apprendre à être heureux fondamentalement. C'est-à-dire apprendre à être en paix, être heureux et arrêter d'identifier ces schémas. Les schémas d'erreur dans lesquels j'ai été quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25, quand j'avais 28, quand j'avais 30, de répéter les mêmes erreurs. Ils changent les schémas? Non, c'est les mêmes. Les schémas, c'est les mêmes. C'est pour ça. Un schéma, je vais expliquer ce que c'est qu'un schéma. Enfin, selon moi, un schéma, c'est, on va prendre l'amour. C'est super cool. L'amour, c'est, j'ai un idéal d'amour. Pour moi, l'amour, c'est deux personnes qui s'aiment parce que l'amour, c'est génial, parce que j'y crois, parce que j'ai vu les autres amoureux et parce que j'ai envie que ça m'arrive. D'accord? Il y a un côté un peu biblique, un côté Jésus, il va venir me sauver, tu vois. Il y a un côté fantasme. On y croit, quoi. L'amour, ça va me sauver. Tu rencontres une personne, bim, tu tombes amoureux. Parce que et tu projettes tout ton fantasme sur cette personne. Non. Et pendant 3 mois, c'est génial. Et à un moment donné, il y a des erreurs qui commencent à arriver. Le bateau commence à, tu sais, c'est un bateau qui a des failles, déjà, il part sur t'es parti pour un voyage de 6000 km, alors que le bateau, il est même pas fait pour faire 1 km. Et du coup, tu rafistoles, tu fais des concessions, tu mets des bouts de scotch un peu partout, ça coule de plus en plus, mais tu tiens la barre parce que t'y crois, mais t'es pas formé du tout pour les 6000 km. Même pas là. Et en fait, et l'autre aussi en face, hein. L'autre, j'ai l'impression qu'elle s'est dit, bah viens, on va en bateau, on va en Amérique. Et on n'est pas du tout d'accord sur le voyage. On va s'engueuler pendant le voyage en permanence, mais on est d'accord sur la destination. Ce qui est complètement paradoxal. Parce que l'amour, c'est un voyage, c'est pas une destination. En fait, c'est ça l'erreur. Donc, ok, tu fais l'erreur la première fois, t'es triste comme je sais pas quoi, ça s'arrête, je serai plus jamais amoureux. 3 ans après, bam, une meuf, elle est trop belle, elle est trop stylée. Ah putain, c'est génial, c'est trop cool quand je l'ai à mes bras et que mes copains la regardent, ils sentent bien qu'ils sont envieux. Du coup, je me sens socialement intègre. Bam, c'est ça qu'il me faut. Ah, et c'est ça, je vais avoir cette relation. Cette relation, c'est moi, c'est l'amour. Bam, on repart en Amérique. Allez, c'est reparti. Et au bout de 20 kilomètres, bam, ça recoule. Et c'est pas grave, tu tiens 30 kilomètres, 40 kilomètres. Tu dis putain, je suis malheureux, j'y arriverai pas et tout. Tu refais une 3e fois la même chose, je suis malheureux, j'y arriverai pas et tout. Et à un moment donné, tu te poses, tu fais, ça marche pas en fait là. Merde, ça marche pas. En fait, à chaque fois, je suis tombé amoureux d'une meuf, mais je suis tombé amoureux de l'amour que j'avais pour cette meuf et non pas de la meuf. Maintenant, est-ce que je me mettais avec une meuf avec qui juste c'est cool, avec qui le voyage serait agréable? Et tu commences à casser tes clichés, à tous les clichés que t'as créés dans ton enfance, ton adolescence, de la femme ou de l'homme parfait, hein. C'est totalement non genré ce que je raconte. C'est juste l'autre qui va t'apporter. Mais déjà, pourquoi l'autre va m'apporter quelque chose? Pourquoi l'autre? T'imagines la pression que je lui mets mon bonheur d'entre les mains, je dis vas-y, rends-moi heureux, parce que tu vas me sauver. Tu vas me sauver de quoi? Quelle flamme? Où sont les flammes? D'ailleurs, tu vas me sauver de quel péril? Et déjà, je suis pas en péril. Et puis, je vais pas besoin de l'autre. Je vais d'abord apprendre à être heureux seul. Et là, si tu regardes sur l'horloge de la vie, il est 32 ans déjà. Et tu dis, ok, je vais apprendre à être heureux seul. Donc, t'apprends à être heureux seul. Puis, moi, tu commences à partager ta vie avec quelqu'un. Puis, ça se passe bien. Parce que t'attends rien de l'autre. Et donc, l'autre est détendu parce qu'il a pas de pression. Toute la pression que t'as mis aux autres, il dit, bah ouais, en fait, il m'avait une pression de ouf. Du coup, tu dis, ok, ça marche. Donc, on évolue, on avance. Et puis, en fait, sans se rendre compte, on se rend compte qu'on est sur un bateau et que c'est un bateau qui est solide. Et on se rend compte que ça fait 3 ans qu'on est ensemble en croisière et que ça se passe bien. Et comme si des fois on s'engueule, bah ça n'atteint pas les fondations du bateau. C'est juste qu'on est, des fois, voilà, il y a des éléments extérieurs. Donc la mer est agitée. Du coup, on doit gérer ensemble. Et ou des fois, on s'embrouille. Mais je pense que on se retourne et on se dit ah cool, en fait, je me rends pas compte que je me suis embarqué dans un voyage. Avant, je voulais juste voyager, mais là, je voyage sans même me rendre compte. Et je pense que c'est ça le schéma. C'est quand tu te rends compte que t'es dans des schémas, des cycles, que tu répètes toujours les mêmes erreurs. Voilà, ça c'est un schéma. C'est ce que moi j'ai compris dans ma vie. J'ai plusieurs fois reproduit les mêmes erreurs, les mêmes relations toxiques qui arrivaient, pas forcément qu'en amour, hein, aussi socialement, tu vois. Et je pense que quand tu te rends compte que tu as des schémas et des cycles dans ta vie, tu dis ok, à un moment t'arrêtes, tu te poses, tu casses le cycle
Et hop, tu repars sur des bonnes bases. Et c'est à ce moment-là que tu commences à être heureux, à être en phase avec toi-même, à être au plus proche de toi, comme on disait tout à l'heure. Elle disait, voilà, je veux être au plus proche de moi. Moi, ce que je veux, c'est, je sais pas, par rapport à ton fantasme de l'amour, moi, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui sexuellement ça se passe bien, avec qui tu peux discuter, et puis des fois t'ennuyer. Voilà. Je veux pas la plus belle des meufs pour rendre tout le monde jaloux, pour dire, j'ai la plus belle des meufs. Parce que socialement, t'es insécure et t'as besoin de montrer que t'es quelqu'un qui existe socialement, tu vois. Et si c'est ça qui te rend heureux, tant mieux. Et si c'est ça dont t'as besoin, tant mieux, tu vois. Moi, je me rendais compte que c'était pas ça du tout dans cette direction qu'il faut que j'avance. Donc, je me suis rendu compte petit à petit de mes erreurs. Et puis, je te dis, c'est pour ça, avoir 35 ans, c'est une bonne idée. C'est une belle idée d'avoir 35 ans. C'est vraiment ouf que tu dises ça parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'épisode où t'arrives et tu me dis tous ces trucs et je suis là, ouais, complètement, mais comment je fais pour le faire avant d'avoir 35 ans? Parce que moi, j'en ai que 26. Le temps est un ami, mon ami. Ouais, mais tu vois, j'ai déjà, donc ce que tu viens de dire là, le côté, c'est pas censé être une destination, c'est censé être un vrai, enfin bref, tout ça, ouais. Mais du coup, moi, ce dont j'ai peur, c'est que moi, j'ai déjà identifié des schémas. Je commence en tout cas à le faire. Je les vois. En fait, pour la première fois de ma vie, je le fais. Parce que comme, je pense qu'il faut prendre des grandes baffes dans la gueule, et du coup, tu fais, en fait, j'ai sûrement des schémas. Et donc là, maintenant, je le fais depuis 1 an. Je commence à les voir, les schémas. Mais je suis pas certain que je vais pas les répliquer, 3 fois, un peu comme tu viens de me dire, tu vois. Mais j'ai pas envie de les répliquer 3 fois. Parce que c'est déjà un bon début. Ouais. Tu es en train de décrire le gars qui opère sa rupture avec ses schémas. T'es plus victime de tes fantasmes et de ce que tu es, ce que tu as été créé par les autres et par socialement, par tes influences et par tes envies. Tu deviens ce que tu veux être. Toujours un peu, je pense. Toi, t'as l'impression de t'en être complètement émancipé? Non, mais sur certains domaines, oui. Pas tout. Complètement, c'est le mot complètement que je rejette. Ouais, je suis pas complètement émancipé, mais je suis émancipé, ouais. Et je sais pas, tu t'apaises avec le temps. Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Tu vois souvent un gamin faire on y va, et puis tu vois souvent un adulte faire calme, on y va. Tu vois, c'est très cliché de dire ça, mais je pense que ça résume beaucoup. Ton rapport au temps, il a changé, toi? Ouais. Bah oui. Ouais, puis vieillir, c'est pas forcément, c'est pas négatif. Vieillir, c'est pour moi, c'est voir les gens que t'aimes mourir et continuer à vivre quand même, alors que tu pensais que tu survivrais pas. Voilà, ça c'est vieillir. Dr Dre dit que la maturité, c'est continuer à te prendre des baffes, sauf que ça te fait de moins en moins mal. Ouais, c'est exactement ça. Tu te rends compte que le pire n'existe pas. Moi, je crois que c'est très lié à Nouvelle École. Depuis que j'ai pas mal un peu souffert, quoi, mais tout est relatif, chacun ses souffrances, mais bref. Peu importe, c'est ton ressenti, c'est toi qui est derrière tes yeux, il y a que toi derrière tes émotions. Et j'ai de moins en moins peur de vieillir, en fait. Je vois presque ça comme un truc cool, je me dis, en fait, plus ça va avancer, et puis normalement, moins je vais souffrir, parce que plus je vais apprendre quels sont les trucs qui me font... Bon, après, il y a les événements de la vie, quoi, qui te mettent encore d'autres baffes, mais je vois vraiment ça comme un truc positif, alors que je dirais que jusqu'à mes 25 ans, j'avais qu'une peur, c'était le temps qui passe, mourir, devenir vieux. Et maintenant, en fait, c'est pas ma mort qui me fait peur, c'est plus les autres, tu sais. J'ai peur que les autres, ils meurent, ou que les autres, ils leur rêvent des trucs, tu vois, parce que ça me fait de la peine. Ou ça me fait de la peine quand les autres ont de la peine. Mais le temps, en fait, me rassure presque maintenant, tu vois. Je sais pas, je voulais te poser des questions par rapport à ça, et je sais pas si c'est trop perso ou pas. Vas-y, dis-moi. Tu sais, par rapport t'en parles dans ton spectacle, il y a eu le décès de ton papa en 2013, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et je voulais te demander, en fait, qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie, dans ta manière de vivre, en fait, ce truc-là? Est-ce que ça a changé des choses dans ta manière d'appréhender ta vie, ce que tu fais, qu'est-ce qui est important, tu vois? Le seul regret que j'ai avec la mort de mon père, déjà, je suis content, c'est que j'ai rétabli le sentiment alors, je vais retemporaliser pour être compréhensible. Dans la chronologie, je fais du théâtre, je dis non à mon père, à ce qu'il veut m'imposer en tant que devenir avocate, je dis non à ça, je m'émancipe dans le théâtre, je suis heureux, je ne parle plus à mon père pendant quelques années. Puis à un moment donné, il y a Bref qui arrive, on se réconcilie, on chiale comme des bonhommes au téléphone, et on se réconcilie, et puis à un moment donné, il me fait comprendre que j'ai réussi. Et je le comprends après sa mort. Putain, il m'avait dit à ce moment-là, quand il m'a dit ça, il m'a dit j'ai réussi. Il t'a dit ça? Il m'a dit, t'as vu, on est sur le parking de l'hôpital, il est là, on est en chimio, il me regarde, on est sur le parking de l'hôpital, il me dit, t'as vu, les gens, ils achètent des voitures pour montrer leur réussite, mais toi, ta réussite, elle est sur ta gueule. J'ai pas compris sur le moment, puis après, il a dit, réussite, en fait, j'ai réussi, ça y est. Donc ça m'a émancipé. Donc, tu parlais d'émancipation et tout, ça m'a émancipé. De me dire, ok, mon père est devenu un pote, et non pas
un être sacré qui a le droit de vie et de mort sur mes émotions et mon futur. Le seul truc que je regrette avec mon père, c'est que j'ai écrit un des meilleurs sketchs. J'ai écrit un des meilleurs sketchs. Sans déconner, c'est là où je suis. J'aime pas dire, j'aime pas mettre de compliments dans ce que je fais, mais je trouve que c'est un des meilleurs sketchs que j'ai écrit sur mon père, et que quand j'ai fait ce métier, c'était pour plaire un peu à mon père, tu vois, pour lui dire t'as tort, regarde, je suis marrant et tout. Et le truc le plus marrant que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est ce sketch. Et ça parle de la mort de mon père, donc du coup il pourra pas le voir. C'est le paradoxe total de ça. Qu'est-ce que ça a changé en moi de perdre mon père? Pas grand chose. Ça m'a juste ça m'a amené de la tristesse, ça m'a amené du deuil, donc j'ai fait ma phase de deuil, j'ai pris soin de moi, j'ai dit à mes amis, j'ai appelé mes amis, j'ai dit les gars, j'aurai pas d'initiative pendant les 6 prochains mois, mais si vous voulez me voir, je suis chez WAM. Voilà, je joue à Assassin's Creed si vous voulez venir. Venez si vous voulez. C'est ce que j'ai dit, je leur ai dit, je suis en train de jouer, je me suis acheté une Play, un écran, puis je joue. Voilà, je serai pas productif, mais voilà, j'avais dit à Navo et à Harry, j'ai dit bon les gars, j'annule tout. Ils m'ont dit t'inquiète, on gère, pas de souci, vas-y, prends soin de toi. C'est là où tu vois les vrais amis, parce que quand il y a des implications aussi financières, ils te disent non mais peu importe, on s'en fout. On leur dira bah on peut pas. On dira non à l'argent, on dira non à tout ça, et puis on dira vas-y, prends soin de toi humainement, c'est le plus important. Donc je me suis reconstruit, j'ai appris à me reconstruire derrière ça, j'ai dû apprendre à me reconstruire. Puis le fait d'en rigoler aussi, d'en écrire des textes derrière sur la mort de mon père, ça m'a donné, ça a transformé la tristesse en mélancolie et en nostalgie, et même en bons moments, en good times, tu vois, en côté genre raindrops falling on my head, j'y repense, je fais tu vois, comme le flashback dans je sais pas si les gens ont la référence dans Le Prince de Bel-Air, il fait un flashback, il pense sur cette chanson là, l'amitié, les gens qui marchent au ralenti, qui mangent des glaces et tout, tu vois, ça transforme ça rend le personnage de mon père, ça le place en plein milieu de plein bons souvenirs. Donc voilà, j'ai appris à faire ça. Qu'est-ce que ça a changé? Bah ouais, l'art c'est une thérapie du coup. Ouais, totalement. D'ailleurs la thérapie est un art, je pense. On va arrêter de dire le rire c'est formidable. Non, je pense que la thérapie prend la forme de l'art. Tous les trucs que j'ai écrits, je les ai écrits suite à une blessure, suite à un. Et tu me disais ouais, j'ai des petits problèmes, tout ça. Peu importe que t'aies des petits problèmes, on s'en fout. Personne va juger tes problèmes sur l'intensité de tes problèmes. D'accord, il y a des gens qui souffrent énormément et tout, mais c'est toi comment tu le ressens. Tu vois. Si je peux. Si je tape sur la table avec mon ongle comme ça, ça fait pas de bruit. Mais si t'as mal à la tête à ce moment-là et que t'as des sinusites en flammes, je fais juste ça. Tu fais attends, arrête, c'est quoi ce bruit très, très fort et tout. Pourtant c'est pas un problème, tu vois. C'est parce qu'en ce moment dans ta capacité à l'appréhender, t'es dans une détresse. Voilà, donc la tristesse est devenue bon moment, et j'ai appris ça du coup. Ouais, ça marque parce que c'est un pilier fort qui disparaît. Des fois, ça m'émeut. Des fois, quand je jouais mon texte sur scène, j'avais les larmes aux yeux et je le cachais aux gens parce que j'avais pas envie de leur donner ça. J'avais envie de leur donner autre chose. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer Pulsion aussi, parce que je trouve que c'est bien Voilà, c'est une temporalité. La mort de mon père, c'était une temporalité. Et puis je me voyais pas continuer à écrire, à jouer ça. En fait, c'est cathartique un peu. Ouais, comme Bref te permet de te dégager du personnage un peu. Mais c'est moi, dépressif. Bref, c'est moi. C'est totalement l'année où j'ai écrit Bref, c'est moi. Et en fait, à chaque fois, tu le poses sur la feuille, et puis après quelques années, tu passes à l'autre personne. Enfin, t'avances quoi. C'est ça, ouais. Et tu poses l'autre photo de toi, et puis t'avances sur une autre photo. Ce sont des tranches de vie, ouais. Des tranches, clairement. Et à un moment donné, bah là, de plus en plus, on spoilera pas, mais t'as vu le sujet dont j'ai parlé, ce qui est pas un sujet négatif du tout. Non. C'est-à-dire, il y a plus négatif que ça. Ouais. Il y a vraiment beaucoup plus négatif comme problème dans la vie. Hein. C'est même pas un problème, c'est juste que j'en ai parlé. Et c'est, tu vois, à aucun moment donné, il va mal. On se dit bah cool, il a l'air de kiffer. Et donc c'est la première fois que je parle de plaisir sur scène, en disant, parce que d'habitude je parlais toujours de loose, de problèmes, et là je parle de moments positifs, et du coup je trouve ça intéressant aussi d'en rigoler. Ça veut dire que t'es aussi dans une période où t'es plus heureux, ou alors il y a des choses... Bah j'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Ça va être le titre de l'épisode. Il a 35 ans. Ken Kojandi a 35 ans. Ouais. Non mais tu commences à être au courant, tu vois les trucs. Et je pense que
j'en avais parlé au Floodcast de Flaubert, mais je pense que le truc qui va renouveler un peu tout ça, c'est avoir un enfant et retourner dans le cycle des premières fois. C'est important, t'es toujours en fait dans les premières fois, toi. Ouais. Parce que même là, Pulsion, c'était une première fois aussi. Ouais, complètement, ouais. Bref, c'était une première fois. Ouais. Et le cinéma, c'était une première fois. T'as joué dans Rosalie Bloom. Ouais. Il y a eu plusieurs films après. Il y a eu Nos Futurs, il y a eu Rosalie Bloom, et puis il y a eu un autre, Lou. Non, attends, je sais plus qu'est-ce que c'était l'autre. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Il y en a eu quelques-uns, ouais. Il y a eu Lou. Ça, Lou, hein. Lou, ouais, ça, pardon. okay. Je croyais Lou. Non, j'étais la Lou, ok. Je comprends, excuse-moi. Et en fait, t'essaies toujours de faire un nouveau truc, c'est ça ? J'essaie toujours de faire un truc que j'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'on m'a proposé au cinéma beaucoup de choses qui ressemblaient à Bref, ou le personnage de Bref et tout, et je voulais pas le faire. J'ai une question que j'ai oubliée si je la pose pas maintenant. Comment tu choisis ? Parce que comme tu fais toujours des premières fois, et comme tu arrives à utiliser ta créativité sur plein de choses, donc que tu fasses de la musique, que tu écrives des trucs, que tu réalises, que tu joues, comment tu choisis ? Moi, j'ai envie de faire plein de trucs. Là, en ce moment, surtout depuis que j'ai quitté ma vie d'avant, j'aime bien écrire, j'adore. Puis j'adore faire mon podcast. Mais j'adore aussi jouer de la musique. Tu vois. Ça se trouve, je pourrais me prendre Ableton et un petit clavier et faire de la musique pendant 6 mois. Tu vois. Et du coup, je suis là, ok, qu'est-ce que je fais ? Là, je viens de faire un court-métrage, mais alors on me dit, tu veux faire plus de trucs filmés ? Je fais, ouais, mais en même temps, j'ai envie de peut-être faire autre chose, tu vois. Comment tu fais toi, pour choisir, pour dire, ok, c'est celui-là et c'est ça pendant un an ? Ce qui m'excite, ouais. Ça m'excite généralement. Ça me... T'arrives à hiérarchiser, quoi. T'arrives à avoir le truc qui t'excite le plus, tu l'identifies. Je pense qu'il y a une forme aussi, il y a une forme d'accident dans ce qui existe, tu vois. C'est un peu un accident. C'est un accident que ce soit la priorité, tu vois. J'ai pas l'impression d'être le gars. En fait, je passe beaucoup de temps à réfléchir j'incube énormément, et comme tu dis, j'écris beaucoup de V1, donc si un jour j'écris un livre, je l'écrirai vraiment en très peu de temps, tu vois, parce que je l'aurais tellement incubé que je l'écrirai en 2 secondes. Je me dis pas, je sais pas, il y a des trucs qui m'excitent. Ah, c'est une bonne idée, faut le faire. Puis chaque décision prend une charge de travail. Et du coup, tu te mets dans la charge de travail et puis le temps passe vite, quoi. Quand t'es dans la charge de travail, tu te rends pas compte. Donc je sais pas, j'écoute mon instinct. Je me dis ça, ouais, ça a bon délire. Puis j'en parle à Navus. Je dis voilà, Navo, pardon. Je l'appelle Navus. Navus, Bavus, Bavaro, on a plein de surnoms, sauf lui. Lui, il me respecte. Non, désolé, mon Navo, à chaque fois. Mais il m'appelle pas Navus, les gens, ils vont pas comprendre si tu dis Navus, il faut qu'ils disent Navo ou Bruno. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais il y a, je sais pas, il y a un moment donné, tu sais ce que t'aimes, quoi. Quand tu dois choisir dans le menu, tu sais, c'est comme quand tu vas au resto et tu regardes un menu, tu dis putain, qu'est-ce que je vais prendre et tout. Alors, je crois qu'il y a 2 étapes, et la première étape ça me dit bien ça, puis après le côté qu'est-ce que je dois prendre vraiment pour pas regretter. Ouais. Et quand t'écoutes dans la première étape, c'est ce que ton cœur te dit, genre ça oui. Et après le côté ouais, mais peut-être que je peux regretter ça. Ça faut pas écouter. C'est ça. Et moi ce que j'applique au resto maintenant, c'est la théorie de le premier truc qui me plaît, je le prends. C'est ça. Et t'as entièrement raison, je pense. Et c'est ce qui ne génère aucune frustration derrière. Parce que sinon t'es dans la maximisation de ta vie, en fait. C'est terrible. Et c'est pareil pour les projets artistiques. Ah, ça me plaît, ça. Vas-y, viens, on le fait. Mais t'as jamais, je sais que toi, tu répètes beaucoup, tu vas vraiment jusqu'au bout du projet. Et il y a jamais un moment où tu te dis, oula, ça m'a saoulé, je me suis gouré. Par exemple, là, tu fais du skate depuis quelques années. Je sais pas si t'en fais encore. Ouais, là, je me suis un peu reposé les lombaires parce que c'était dangereux. Avec la tournée, j'ai des assurances, je pouvais pas faire de skate, mais je vais en reprendre, ouais. Et il y a pas un moment où tu te dis, ouais, bon, c'était cool, je sais faire un kickflip, mais maintenant, ça m'a saoulé, je passe à autre chose. J'ai fait un kickflip, ou enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai fait un kickflip. Ouais, je sais. C'était mon but, je l'ai atteint. Ah, ton but était, donc t'as toujours un but clair? Ouais, mon but c'est le kickflip, ouais. Je l'ai passé, le kickflip, et j'ai un peu laissé tomber ensuite après le kickflip, quoi. Ah, mais d'accord, mais du coup, t'as un but à chaque fois que tu fais un projet, tu sais où tu vas exactement. Ouais, j'ai une vision de moi, j'ai un fantasme de moi que je projette, ouais. Un truc long terme, quoi. C'est un fantasme que je projette comme ça. Je fais, ok, maintenant je vais l'atteindre. Tu le visualises et tu fais, ok, je vais là. Ça, ouais. C'est ça? Ouais. Je suis très visuel. Et du coup, c'est quoi que tu visualises là? Là, j'ai eu la dernière fois que j'ai eu une excitation, c'était l'adaptation de Pulsion en format. Je vais en faire un format un peu plus long, mais un format, une captation de spectacle. Je travaille sur la captation de spectacle de Pulsion et j'aimerais un peu innover dans la captation, donc on est en train de travailler dessus avec Navo. Donc on est en train d'y travailler. Ce sera le prochain projet, mais c'est un truc qui m'a tellement excité quand j'ai eu l'idée. Enfin, c'est Navo qui a eu l'idée et qui m'a dit, ça m'a tellement. Ça veut dire quoi, innover sur la captation? C'est-à-dire qu'on capte traditionnellement, c'est ça? Et peut-être. Oui. Vous ne voyez pas, mais là, il essaie de me tirer les verres du nez. Oui.
On arrive. Mais j'ai 35 ans, j'en ai fait des interviews. Je peux te dire que c'est pas lui qui va réussir à me tenir des informations. Non, de toute façon. Non, mais t'inquiète. Je préférerais aller voir la captation. Bah, j'espère que ça va être bien. C'est encore une fois, c'est des trucs à créer, c'est une première fois. Donc, on est en train de créer un format qui n'existe pas, donc on va voir. Donc tu fais jamais les choses deux fois en fait, quoi. Parce que tu t'ennuies après, c'est ça. Ça m'ennuie vite, ouais. Ça m'ennuie vite, et dans le sens, puis surtout, j'ai pas le temps, quoi. Est-ce que t'as moins de temps maintenant? Est-ce que t'as vraiment l'impression d'avoir une vie où t'as pas trop de temps? Non, j'ai le temps de ouf. Ouais, t'as le temps. Ouais, non, mais j'ai pas le temps de faire deux fois la même chose, quoi. Oui, dans ta vie long terme, tu veux dire? Ouais, j'aimerais, tu vois, j'ai fait plein de trucs, à chaque fois, je suis content, parce que je dis, c'est vrai que je l'ai jamais fait, ça on l'a jamais fait, ça on l'a jamais fait. Et puis, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Pourquoi à 20 ans, on arrêterait de faire des choses nouvelles? Ouais, c'est un peu ce que je dis quand j'essaie de plus regarder deux fois les mêmes films. Tu sais, où c'est un peu, ou de pas aller deux fois, ou pas de prendre le même plat si je vais au même restaurant. Ouais. Parce qu'il y a un peu un côté genre, tu vas toujours prendre si tu vas à un restaurant thaï, tu vas toujours prendre le pas de thaï parce que c'est bon. Ouais, parce que c'est sécure. Ouais. Et après, en fait, t'es là, mais je suis débile parce que du coup, j'ai vécu 15 fois la même chose alors que j'aurais pu vivre 15 trucs différents. C'est vrai. Et j'essaye d'appliquer ça. C'est la théorie de la zone de confort. Il y a une vidéo très forte, je l'avais mis sur mon Tumblr, sur la zone de confort qui est très très intéressante. C'est qu'on peut se retrouver même dans une zone de confort en plein bouchon, c'est-à-dire dans une zone très bruyante, très désagréable et tout. Mais on peut se dire, bah ouais, c'est un truc que je connais, donc c'est ma zone de confort. Mais par contre, me lever le matin sans savoir ce que je vais faire, ça, on sort de la zone de confort et se mettre comme toi, se lancer dans tes projets, écrire. On sort de sa zone de confort. Et là, ça devient terrifiant. Mais par contre, tu pourras totalement accepter le fait de faire un boulot que t'aimes pas, un boulot un peu ingrat et que t'aimes pas. Parce que c'est ta zone de confort, tu l'auras accepté. C'est pas moi, hein, c'est dans la vidéo qui est très bien résumée. Hein. Tapez Kian Kojandi Tumblr, Kian Kojandi, vous tapez Kian Kojandi comme vous pouvez, après Google va vous corriger. C'est tellement après ça. Vous faites copier et vous mettez Tumblr à côté et après vous trouverez la vidéo. Ouais, ça y est, c'est bon, je suis bon sur l'orthographe de ton nom là. Il y a un H, c'est terrible, hein, dès qu'il y a un H, les gens sont en flip total. Est-ce qu'il est le H? Ouais, est-ce qu'il est avant ou après le O, quoi? Ouais, est-ce qu'il est? Ouais, c'est ça. Alors que franchement, Kojandi, j'ai pas l'impression que ce soit dur à dire. Kojandi. Non. Ouais. Non, moi, j'ai toujours trouvé ça assez facile pour le coup. Kojandi. Après, si c'était un peu. Alors, il y a Kian aussi. Est-ce que c'est I ou Y, tu vois? C'est un peu le truc au début, t'écris. Ouais, peut-être, mais je vois pas le. Ouais, peut-être. Là, c'est bien parce que comme tu parles dans ta main. Ouais, peut-être. Pardon. Bon, il y a une autre. Vas-y, je t'en prie. Il y a une autre vidéo dont tu parles souvent, c'est le discours de Steve Jobs. Ouais, à Stanford, ouais. Qui, moi, m'a beaucoup marqué aussi. Bah ouais, ça marque tous les gens qui veulent faire des choses. Connecting the dots. Ouais. Et tu disais dans une des 1000 interviews que j'ai dû consulter avant de faire celle-ci. Mon pauvre. Non, mais c'était bien, c'était intéressant. À chaque fois, j'adore ce travail. Et je dis toujours aux gens, ouais, j'ai énormément de boulot. Ils me disent, ah ouais, tu vas faire quoi? Bah, je dois regarder tous les films de Kian et tous les épisodes de Bref et après toutes les interviews. Ah, c'est vraiment chez moi. Alors, c'est vraiment cool, quoi. Donc, j'adore. Et tu disais que ça te force à te poser un peu la question de pourquoi tu fais les choses. Ouais. Tu sais. Et du coup, je voulais te demander, pourquoi tu fais les choses, toi, à ton avis? Je crois que quand j'étais gamin, j'ai construit un personnage imaginaire parce que j'arrivais pas à accepter la réalité. Du coup, j'ai beaucoup projeté de visions de ce que j'aimerais vivre. Du coup, ça m'a développé un rôle un peu... quand j'étais en CP, j'étais un peu menteur. J'ai vite corrigé ça parce que ça m'impliquait en erreur et ça me causait beaucoup plus de tort que de bien. Mais j'ai gardé ce muscle de visuel. Je vois beaucoup d'images, en fait. J'interprète beaucoup la vie avec des images, ce qui fait que... Et c'est marrant parce que j'ai une personne qui a beaucoup vécu avec moi et qui m'a dit récemment, je lui discutais avec elle m'a dit, ça y est, t'es reparti. Et elle me dit, là, tu m'écoutes plus, t'es reparti. Et je dis, elle me connaît tellement bien parce que des fois, je suis plus là, en fait. Même pendant l'interview, des fois, j'étais absent. J'étais là, je fais... Et en fait, je m'arrête et je regarde un peu en l'air et je suis en train de projeter une idée et je la projette très fort visuellement et je crois que c'est devenu... Le fait que j'accepte pas, mais je pense que c'est aussi mon contexte familial où j'avais pas énormément de place, pas de parole et j'étais plutôt quelqu'un de réservé. Je voulais pas déranger les gens, c'est un vrai problème. Les gens pensent que je parle vite parce que je parle vite, mais je parle vite parce que j'ai peur de déranger. C'est pour ça que je parle vite, bref. C'est pour ça que j'arrive à parler très vite et c'est pour ça que je m'identifie à parler très vite, c'est parce que j'ai peur de déranger les gens. C'est pas pour le style. Et alors ça, c'est marrant, c'est que la rapidité est une alliée de la comédie. Ça marche bien quand c'est vif. Et la comédie, ça marche bien. Donc c'est cool. J'ai trouvé mon terrain d'entente, mon terreau parfait avec qui je suis. Donc j'ai toujours
j'ai toujours été un mec visuel et à projeter des images. Depuis que j'ai 15 ans, j'écris des histoires, des trucs, je projette des envies, des fantasmes. Je me projette moi dans des situations et je trouve que le format du film et de la fiction te permet de te projeter clairement et de faire exister ces images. Voilà pourquoi je fais les choses. Voilà, parce que je suis cette personne. Je me suis construit autour de ça et aujourd'hui encore j'ai plein d'images. Je me dis ça ferait une belle chanson, ou ça ferait un beau texte, ou ça ferait un beau truc, et ça peut être un beau projet, ça peut être un bon truc, ça peut être excitant de le faire. Et je fais les choses parce que ça me soulage, ça m'excite, ça me sécrète de la dopamine dans le cerveau, ça me rend heureux, ça me rend en paix. Une fois que c'est fait, je m'en fous, je m'en désintéresse complètement. Ouais, c'est fait, je m'en fous. J'ai très peu regardé, bref, je t'avoue. Quand les gens m'en parlent et tout, je fais ouais, c'est cool. Moi, je l'ai vu en montage et puis c'est un jour Navo, il m'a dit regarde quand même, c'est pas mal. Et j'avais regardé et il m'avait dit ça. Il m'a dit non mais regarde, c'est pas mal. Je fais ouais, bon d'accord, on va regarder et tout. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et mais je regarde pas mon travail. Une fois que je l'ai fait, je regarde pas, j'avance quoi. J'ai d'autres fantasmes dans lesquels il faut que des fantasmes artistiques, tu vois, genre tiens ça, j'aimerais bien voir cette scène comme ça peut être pas mal, ça peut être stylé quand même. Parce que j'ai trouvé l'art qui correspond à l'enfant qui a créé, l'enfant qui a interprété l'extérieur. Alors attends, j'essaie d'être clair. Je pense qu'un enfant interprète les signaux extérieurs et en crée une personnalité derrière, une personnalité sociale et tout. Voilà le résultat de ma personnalité sociale. C'est que je m'émancipe dans l'art, dans la créativité. Mais après, j'ai appris la musique, donc je me suis lancé dans la danse, la musique, dans la réalisation, mais j'ai dû apprendre chaque art et parce que je tombe dans une lubie totale dès que je veux apprendre un truc, j'y vais à fond, quoi. J'adore ça, j'adore apprendre. Et vu que j'ai fait de la musique classique, je sais ce que c'est que d'échouer beaucoup. Donc je m'en fous d'échouer et je peux avancer très vite en apprentissage. C'est pour ça que j'apprends vite. Parce que je me dis ouais, j'y arrive pas. Je sais que je vais pas y arriver pendant 900 fois et je vais y arriver à un moment donné. Donc je suis formé à l'erreur et du coup voilà pourquoi je suis cette personne aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est le résultat d'un parcours et du coup aujourd'hui maintenant c'est cool quoi. Je paye des impôts grâce à l'enfant que j'étais. Donc c'est cool. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi, Kian, d'être venu sur Nouvelle École. En ce moment, tu joues des petits bouts. Ouais. Donc je l'annonce un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout. J'annonce ça comme ça et puis je travaille sur la captation avec Navo. On va essayer de sortir ça cette année, j'espère. Mm-hmm. Parce que la captation, enfin l'écriture est prête, tout est prêt, il y a plus qu'à et on va voir les partenaires financiers pour le faire et puis après une fois qu'on a tout ça, on y va quoi. Et donc pour les gens qui écoutent, ils peuvent aller te voir ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux et pour voir où tu joues. Si tu fais des bouts exactement sur Instagram, Kian Kojandi. Vous allez sur Google, vous tapez à peu près, et vous donnerez le bon orthographe. Merci beaucoup Kian. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2€ à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.